pour éventuellement poser des questions. J'en vois déjà une et j'ajoute non seulement des questions, mais si à l'occasion vous souhaitez faire un commentaire qui s'ajoute à votre question ou même sans question, vous êtes les bienvenus. Donc vous avez bien noté, il faut que l'on tienne dans le quart d'heure. Voilà, merci. Frédéric. Et ensuite, monsieur l'ambassadeur. Oui, Frédéric Briand. Vous vous présentez à chaque fois, s'il vous plaît. Oui, Frédéric Briand, Commission pour la Méditerranée. Élie et les autres panélistes, merci beaucoup. C'était une introduction très stimulante, j'ai trouvé, et très lucide. Pour ce qui me concerne, je voulais simplement remarquer que, vu du point de vue de la recherche, d'un chercheur comme moi, j'ai constaté depuis quelques années à quelle vitesse le droit international de la mer évoluait. C'est pas figé dans le marbre, et ça, c'est quelque chose, c'était pour moi une découverte. Mais de même, je voudrais aussi aller dans le sens d'Élie pour souligner combien la nature de la recherche marine, au-delà des définitions introuvables, à mon avis quand même, a évolué aussi et est très dynamique. Par exemple, il a été mentionné que l'arrêt de la Cour de justice dans le cas de la chasse baleinière, le cas soulevé par l'Australie, appuyé par Nouvelle-Zélande contre la chasse baleinière soi-disant scientifique du Japon dans l'océan austral, il faut quand même remarquer qu'un des arguments essentiels de la Cour s'est appuyé sur le fait que, même si la définition de la recherche est difficile à cerner, et d'ailleurs les juges ont été remarquables, j'ai trouvé, dans leur questionnement, et très novateur, ils se sont appuyés entre autres sur un argument majeur, à savoir que d'après eux, la soi-disant recherche scientifique japonaise sur les baleines, qui menait à, bien sûr, à tuer à peu près 500-600 grands cétacés chaque année, n'avait pas de caractère international. C'est-à-dire, ça violait un petit peu l'article 244 qui a été mentionné par Élie, la volonté et la nécessité d'unir des chercheurs de plusieurs pays. Ça, je trouve ça très important, moi aussi, parce que je trouve qu'aujourd'hui, c'est un peu la fin des grandes campagnes nationales en haute mer. Et on doit s'attacher à non seulement prendre à bord des chercheurs des pays que l'on visite, des eaux souveraines que l'on visite, mais aussi il doit y avoir une coopération affirmée et explicite des meilleurs cerveaux. Hein. J'ajouterais pour conclure une petite citation de Louis Pasteur, le grand Louis Pasteur, avant que tous ces textes aient foisonné, législatifs, qui avait fait une distinction en disant que, selon lui, il n'y avait pas de recherche appliquée, il n'y avait pas de science appliquée plutôt, mais seulement l'application de la science. Et pour tous les chercheurs qui se reconnaissent plutôt comme des esprits, je dirais, un peu poétiques et créatifs, je dirais que c'est la même chose que pour les artistes. Demander à un peintre, un grand peintre de définir la peinture ou à un artiste de définir l'art, c'est insaisissable. Il y a un processus créatif qui doit échapper à la définition et au cadrage, je dirais, trop cadré. C'était plutôt une remarque qu'une question. Merci. Merci beaucoup Frédéric pour ce témoignage. On se souviendra de ce qu'a dit Pasteur, bien entendu, et du fait qu'il ne faut pas demander à un peintre de définir la peinture. Ça, je m'en souviendrai, je l'utiliserai, mais tu n'as aucun droit d'auteur pour toi, hein, nous sommes d'accord. Il y avait d'autres questions, je crois. L'ambassadeur Segura ici d'abord, là devant ici. Oui, mais il avait levé la main avant, je suis désolé, j'avais mentionné cela, et puis vous reprenez tout de suite après, monsieur l'ambassadeur. Excusez-moi, donc je travaille pour le ministère des Affaires étrangères où je suis ambassadeur chargé des océans. Juste quelques mots pour compléter hein, l'intervention d'André, qui a présenté les choses vues par les scientifiques et qui souffrent de ces difficultés internationales pour obtenir des autorisations. Alors nous, en diplomatie, nous en souffrons aussi beaucoup. Le premier point, c'est d'abord de rappeler que l'inverse existe, c'est-à-dire que tous les États, tous les organismes qui veulent faire de la recherche scientifique dans les eaux françaises, et Dieu sait qu'ils sont nombreux, sont obligés de passer par un filtre que nous avons organisé. Et je signale que nous avons la deuxième zone sous juridiction dans le monde, donc ça fait beaucoup de demandes, croyez-moi. Et c'est très lourd parce que nous devons interroger énormément d'administrations. Et ça m'amène à un autre point, c'est qu'il faut être réaliste. Les chercheurs sont parfois idéalistes, les diplomates aimeraient l'être,
mais la réalité les ramène à une autre vision des choses. Et dans la plupart des pays auprès desquels des demandes d'autorisation de recherche scientifique sont faites, il y a de prime abord une suspicion. Pourquoi viennent-ils ici? Soit vous vous adressez à des États développés qui ont les moyens de faire de la recherche scientifique et ils se disent « c'est pas naturel », il y a quelque chose qui les intéresse, mes scientifiques auraient dû déjà l'étudier, c'est pas normal. Soit vous vous adressez à des pays en développement qui, naturellement, ont une prudence vis-à-vis des États développés sur la recherche scientifique, comme ils l'ont sur les implantations industrielles, sur la pêche, etc. Et il faut dire également que la différence entre les objectifs de recherche qui seraient de la recherche pure, fondamentale, et des objectifs de recherche appliquée sont parfois difficiles à cerner. J'ai l'exemple dans le canal du Mozambique d'un grand institut français qui fait une recherche qui, a priori, pour moi, me semblait une recherche fondamentale, très difficile d'expliquer aux États côtiers que le financement en partie de cette recherche par Total était totalement désintéressé, si j'ose dire. Voilà. Et donc c'est la raison pour laquelle l'Institut a dû se déplacer 2 fois, comme tu vas le faire André en Indonésie, pour venir justifier cette recherche. Troisième point, sur les contestations de souveraineté. Je me suis toujours demandé, mais j'ai quand même trouvé la réponse à force de réfléchir, pourquoi les scientifiques étaient si intéressés pour aller faire de la recherche dans les endroits les plus complexes du monde, ceux où il y a des contestations de souveraineté territoriale. C'est simplement parce que justement, à cause de la contestation, il n'y a pas beaucoup d'éléments de connaissances sur ces zones-là. Alors sur la mer de Chine du Sud, le Quai d'Orsay essaie de faire de la microgestion. C'est-à-dire, nous en arrivons maintenant à dire « oui, vous pouvez aller autour de telle île ». En revanche, autour de tel archipel, c'est déconseillé. Je rappelle que l'État français n'a pas les moyens juridiques d'interdire à nos nationaux, quels qu'ils soient, de se déplacer en dehors du territoire. C'est une de nos libertés fondamentales, et donc le Quai d'Orsay ne peut pas interdire des recherches scientifiques à l'extérieur. Il peut simplement dire « débrouillez-vous ». Voilà. Et donc, du côté de la mer de Chine du Sud, nous avons un dialogue qui est vraiment très précis. Voilà, c'était simplement pour compléter ces informations. Merci. Tout ça, effectivement, c'est un complément extrêmement intéressant à ce qui a été dit, entre un aperçu du droit applicable et l'expérience pratique de Tara, et effectivement la suspicion née chez les États en développement par rapport à un projet qui vient chez eux, c'est autant de chances au sens objectif qui sont enlevées au renforcement des capacités forcément. N'est-ce pas? Ça, c'était pour faire le lien avec l'intervention de Tidjani. Monsieur, vous avez la parole, vous vous présentez et on vous écoute. Je suis M. Lobopé Matina, président de 2 associations internationales spécialisées dans l'océanographie, la climatologie et le développement durable. Donc nous œuvrons beaucoup plus avec l'UNESCO et l'ONU. Je pense qu'en matière de recherche scientifique, il y a une conférence au Portugal qui parlera du 15 au 18 mai, qui parlera de la science, les sciences de la couleur des océans. Et du 5 au 9 juin, la première conférence mondiale de l'ONU. Je pense qu'après ces 2 conférences-là, les choses seront beaucoup plus éclairées en matière de recherche océanographie maritime. Et, bon, je pense aussi que le défaut de trouver les relayeurs des recherches scientifiques pour informer beaucoup plus de la population est aussi une cause du flou de toutes ces recherches scientifiques. C'est-à-dire, je me reprends. Le grand problème de notre recherche scientifique repose sur 3 thèmes. Le premier, il n'y a pas de relais, parce que les chercheurs qui font les recherches ne peuvent pas en même temps relayer leurs informations. Il faut donc les équipes, les associations qui relaient les informations des chercheurs.
par rapport à la population. C'est la raison pour laquelle la grande population ne comprend pas l'océanographie, la climatologie. Ne comprend pas. Bon, maintenant, au niveau des... J'espère que les 2 conférences qui seront à Portugal pour les sciences de la couleur des océans et pour trouver les solutions pour la haute mer permettra désormais aux scientifiques pour mieux élaborer leurs recherches. Je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, écoutez, oui, j'ai vu les doigts se lever, c'est juste un petit commentaire à chaque fois pour dire qu'effectivement, c'est ce que je disais, quel est le droit souhaitable, enfin quel est le cadre juridique souhaitable pour accompagner les évolutions que vous appelez de vos voeux, que nous partageons avec vous, s'agissant notamment de la gouvernance de la haute mer, etc. Il y aura besoin, très certainement, d'un cadre juridique. Il y avait ici et là-bas, qu'est-ce qui avait levé la main? Denis Lallemand, on commence par Denis, puis on vient chez Aratini après. Merci beaucoup, Denis Lallemand, Centre scientifique de Monaco. Je voulais juste faire une remarque en tant que coordinateur scientifique de Tara Pacifique, de la nouvelle expédition dont a parlé André, pour non seulement confirmer ce qu'il dit, mais pour réellement remercier Tara Fondation. Parce que quand, avec Serge Plane, on a imaginé cette expédition Tara, on est un peu idéaliste, effectivement, et on a imaginé aller dans les endroits qui présentaient un intérêt scientifique sans se soucier du tout des frontières. Et tout cela a été permis d'aller dans toutes ces régions, de collecter des échantillons dans toutes ces régions, a été permis grâce aux équipes de Tara Fondation. Et c'est vraiment à souligner parce que c'est vraiment important, ils font un travail vraiment important, tout à fait complémentaire du travail des scientifiques. Voilà, c'était juste ce que je voulais vous dire pour confirmer et donner l'importance de ce travail pour la recherche scientifique. Merci. Merci, Denis Lallemand. Ici, il y a une demande de prise de parole, puis ensuite Josette Bergabel derrière. Et puis ce seront les 2 dernières questions parce qu'on approche de la fin des 5 minutes qui restent. Voilà. Merci beaucoup. Je m'appelle Aritini Dipla, je suis professeure de droit international à l'Université d'Athènes. Je m'appelle Aritini Dipla, je suis professeure de droit international à l'Université d'Athènes et membre du conseil scientifique de l'Inde-Mer. Et je voulais d'abord vous remercier tous les 3 de vos interventions qui constituent une très bonne introduction pour nos débats. Et je crois que ce qui ressort de ce premier échange concerne en grande partie ce flou qui est un flou concernant la définition, comme vous l'avez montré très bien, et même s'il y a des éléments de référence qu'on trouve dans l'article 244, et on a toujours besoin d'éléments sur l'introduction, de définition, et j'aimerais vous demander, pour avoir tous les éléments du puzzle qui existent en ce moment, de nous dire 2 mots sur les critères de l'amendement de 2013 sur le protocole, du protocole de Londres. Merci. Bon, Josette tout de suite et je reprends la parole après. Oui. Josette, il y a un micro qui arrive. Voilà. Il est derrière. Voilà. Effectivement, la Convention sur le droit de la mer ne se penche pas précisément sur le régime juridique des autorisations de recherche en mer, mais les articles 245 et 246 de la Convention énoncent bien une disposition sur le droit des États d'autoriser des actions de recherche en mer. Alors, je me dis, on parle du droit d'autoriser, on ne le développe pas après, tu en as parlé un peu, mais je voudrais savoir, si c'est possible, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi on a enterré ce droit d'autorisation, mais on l'a quand même rappelé un peu dans les articles 245 et 246. Merci. Je voulais dire un petit mot, d'abord remercier Denis pour l'excellent travail scientifique à la tête de Tara Pacifique, qui sera vraiment avec des résultats qu'on attend. Je voulais juste dire un mot, peut-être très naïf, je ne suis pas un juriste, mais sur la haute mer, sur le statut de la recherche en haute mer, sur cette
il y a des experts dans la salle qui vont développer la différence entre les ressources biologiques et les ressources in silico, génétiques, etc., comment on définit. Mais on vient d'un colloque de l'Institut français de la mer où on a évoqué l'idée de la haute mer bien commun. Bon, je sais que c'est difficile comme statut, c'est une proposition un peu osée comme ça, mais pourquoi pas réfléchir à un statut de la recherche d'excellence. Je pense par exemple au mécanisme de développement propre qui a été créé sous l'égide de la Convention climatique, c'est-à-dire une espèce de labellisation d'excellence scientifique, parce que moi je suis vraiment effaré de voir comment des fois des projets farfelus, je n'ai pas peur de le dire, sont présentés comme de la science à côté des projets qui demandent des années de travail avec des équipes entières. Nous, on a fait un projet sur le plastique en Méditerranée avec 17 institutions, des labos reconnus. François Galgani ici, par exemple, qui encore me dit de la énormité de ses travaux, et pas tu as un petit jeune qui lance un projet de Ocean Cleanup et puis il se retrouve financé avec des millions d'euros, alors que scientifiquement, ça ne tient pas la route. Donc, il faut la COI ou un autre, ou l'organisme de la Clearing House qui va être peut-être créé au sein de la BBD, il faudrait pouvoir faire vraiment la différence entre l'excellence scientifique et les projets d'aventure. Comme c'était Tara au début, au début, notre première expédition, on n'était pas armé pour faire de la big science, mais aujourd'hui, on a publié, on a 10 ans, on a reconnu, etc., comme plusieurs fondations, plusieurs travaux. Donc, il faudrait peut-être un statut d'intérêt général, une reconnaissance, une labellisation, dès que les données sont à disposition, dès que les projets est reconnu par le comité international, que ça soit labellisé, un projet d'intérêt général, même pour des questions d'équipement. Nous, on est effarés de voir les coûts de douane quand on fait venir une CTD ou un Zooscan d'un pays à l'autre. On paye des taxes, c'est vraiment hallucinant, comme il n'y a pas un régime international qui facilite les transferts d'équipement et tout ça. Bon, je m'arrête là. Merci. Donc, rapidement, pour répondre, est-ce que ça marche ? Oui, rapidement pour répondre à la question d'abord de Taratini. Oui, pardon. Oui, je voudrais répondre à la question parce que petit à petit, voilà, j'en perds ma pancarte. Sur les critères dans le protocole de Londres sur ce qu'est une recherche scientifique légitime. Et ça, il faut avouer que les collègues du groupe scientifique et les parties contractantes de la Convention de Londres et du protocole ont vraiment fait dans l'innovation sémantique. La recherche scientifique doit être légitime. Alors, quels sont les critères de cette légitimité ? Ils sont au nombre, j'avais bien fait de les apporter, ils sont au nombre de 5-6 critères qui ont été introduits dans un amendement, comme je l'ai dit tout à l'heure en 2013. Je vous les donne comme ça dans le désordre. Il faut d'abord que l'activité proposée pour aller faire de la fertilisation dans les océans, etc., il faut que cette activité apparaisse, soit perçue comme posant des questions dont les réponses contribuent à l'augmentation du niveau scientifique de connaissance. Donc oui, dès le libellé des questions, il faut qu'on sente que quand vous allez répondre, on va augmenter le niveau scientifique des connaissances. Il faut bien sûr exposer les objectifs de recherche. Il faut que cette recherche, dans sa méthodologie, quand vous décrivez la méthodologie de ces recherches, il faut que vous montriez que vous avez déjà acquis la meilleure des sciences disponibles, ce qu'on appelle en anglais « the best scientific knowledge », etc. Donc il faut que votre projet, quand vous le décrivez et vous le déposez auprès des parties contractantes du protocole, vous disiez de quoi vous partez, en termes scientifiques, toujours. L'activité proposée est soumise nécessairement à une évaluation par les pairs, c'est-à-dire par d'autres scientifiques, mais pas seulement à son début, mais aux différentes étapes de son processus. La notion des différentes étapes est importante. Donc, ce n'est pas seulement au début, et puis ensuite on laisse l'activité se développer plus. Non, là, ça doit être quelque chose que vous devez faire apparaître. Enfin, mais celui-là me paraît extrêmement intéressant dans le débat sur ce qui est fondamental et ce qui ne l'est pas, j'ai presque fini, c'est les intérêts économiques. C'est rare de trouver ça.
C'est rare de trouver ça. Les intérêts économiques ne doivent pas influencer la définition, la conduite du projet, et encore moins ses résultats. Les intérêts économiques ne doivent pas influencer. Donc, vous voyez, vraiment, là, on a une coupure extrêmement intéressante. C'est quand vous additionnez tout ça, alors un dernier élément, c'est bien sûr l'engagement que vous prenez quand vous êtes un auteur de cette proposition, dans le cadre de l'amendement, c'est l'engagement que vous prenez de publication. Vous publiez dans les revues, et les revues les plus sérieuses, celles qui ont un comité de lecture, forcément. Alors, quand vous additionnez tout ça, ce n'est pas tel critère ou tel autre, c'est le cumul de tous ces critères qui ensuite vous donne le label de recherche scientifique marine légitime qui conduit effectivement les parties contractantes à vous donner l'autorisation d'aller fertiliser les océans et de faire de la géo-ingénierie. Mais c'est vraiment les hypothèses exceptionnelles. Donc c'est vraiment défini de la manière la plus contraignante qui soit. Et ça, je tenais quand même à dire que là, ils ont fait un effort de définir, et moi, j'ai trouvé extraordinaire. La première fois qu'on m'en a parlé, on me parle de recherche scientifique marine légitime. J'ai dit, mais attendez, c'est quoi la légitimité? Et quand on additionne tous ces critères, on comprend de quoi il s'agit. Mais je vois qu'on me fait signe qu'il faut nous arrêter. Le café, cette fois-ci, est vraiment servi. Merci pour votre patience et votre écoute. Retour à 11h30, donc il faut vraiment se dépêcher, prendre son café et revenir. Merci beaucoup.